Bescon, bonsoir. Bonsoir. Alors Andrea, depuis votre plus jeune enfance, vous êtes passionné par la danse, que vous avez commencé à pratiquer dès l'âge de 4 ans. Mais entre 8 et 12 ans, vous avez vécu les abus sexuels d'un ami de vos parents. Cette histoire est celle de tous les enfants qui ont subi le même sort. Vous la racontez avec beaucoup de rire et de danse dans un seul en scène intitulé « Les chatouilles » ou « La danse de la colère ». On regarde. Distribution de ballons, chocolat, brèche et l'oignon. Ils sont vraiment bons. Distribution de ballons, distribution de ballons, chocolat, brèche et l'oignon. Quand il faisait tout ça, j'ai jamais rien dit. Bah forcément, j'avais sa langue dans ma bouche, alors je pouvais pas dire grand-chose. Après, il descendait sa main et il la plongeait. Et avec ses doigts, il grattait fort. Il appelait ça les chatouilles. Mais moi, quand même, ça me brûlait. Hein. Oh, j'ai vraiment l'air con avec cette tête de lapin, bordel. Voilà Andrea Bescon, Les chatouilles. Alors Andrea, vous êtes né le 12 juin 1979 à Pleumer, Oui. dans le Morbihan. Votre père travaille dans la grande distribution de fruits et légumes. Votre mère l'aide en dehors d'élever ses enfants. C'est une famille modeste, mais pas pauvre. Non, on est bien, on est assez bien. heureux. Vous commencez à marcher quand vous êtes attiré par la danse. Et à 4 ans, votre mère vous trouve une école. Alors, la prof n'est pas enthousiaste, vu votre âge, parce que vous avez 4 ans. Mais après un cours d'essai, c'est la révélation. Vos profs réalisent votre potentiel et votre forte personnalité artistique. Donc, vous avez été repéré très jeune. Oui, c'est ça, enfin, c'était vraiment une évidence. Je veux dire, j'arrêtais pas de bouger. Donc ma mère m'a emmenée là-bas en disant, bon, normalement le cours commence à partir de 5 ans, mais comme elle avait fait le déplacement, la prof a dit, ok, on y va. Et après le cours, elle a dit, bah, je la garde parce qu'elle est apte et tout va bien, quoi. Voilà. Ouais. Alors, vous avez 8 ans quand votre père est muté dans le sud de la France, dans le Tarn-et-Garonne. Et là, vos parents se font des amis, et parmi eux, il y a un homme que nous appellerons Gilbert. Ouais. Il est boucher, il a l'air assez sympathique. Et une nuit, vous avez 9 ans, alors que tout le monde dort. Ses fils et votre frère à côté de vous. Il débarque, il soulève la couette et il vous propose des chatouilles en cachette. Oui, on dormait chez lui. C'était un soir de Nouvel An. Les enfants sont gardés, les adultes ont fait la fête et nous, on reste chez lui. Et voilà, petit matin, il débarque. Et puis, je pense que ça l'excitait beaucoup d'être aussi entouré de ses enfants. Donc, c'est pour parler aussi de la pathologie de cette perversion. Donc, oui, ça a commencé comme ça. Ouais. En réalité, il baisse votre culotte, il frotte sa main contre votre sexe. Enfin, il enfonce ses doigts dans mon sexe, oui. Ouais. Ça va durer 3 ans. Oui, avec intervalle et beaucoup de répétitions, effectivement. 3 ans qui vous marqueront à jamais. Vous vous souvenez particulièrement des fellations dans la salle de bain. Une fois l'acte terminé, il s'essuie avec votre serviette. Et la serviette de bain, chez vous, on l'a changée tous les 8 jours. Ben oui, forcément. Ma mère faisait le ménage, elle ramassait les serviettes ce jour-là. Puis quand on est enfant et qu'on est victime de ça, évidemment, on n'en parle pas. Il y a une vraie emprise de l'adulte, il y a une vraie peur de l'adulte. Donc changer la serviette en cachette et tout, ça suscitait des étonnements et des questions. Et on n'en veut pas de ces questions-là. Et il refusait aussi, Gilbert, que vous preniez une douche parce que ça risquait d'attirer l'attention. Oui, bien sûr. Et puis c'est toujours, vous savez, les viols, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Enfin, c'est toujours en présence de plein de monde. Surtout que moi, c'était pas un adulte ayant autorité au final. Ouais. Donc il y avait toujours mes parents quelque part, des amis, des enfants. Donc ça allait très vite et c'était très efficace, si j'ose employer ce terme. Et du coup, non, faut pas prendre de douche, faut pas attirer l'attention. Alors, il abuse de vous, vous n'arrivez pas à traduire ce qui se passe, évidemment, vous êtes très jeune. Oui, sous emprise. À vos parents, vous culpabilisez, évidemment. Oui. À 12 ans, vous intégrez l'école de danse Rosella Hightower à Cannes, qui est une école privée, loin de votre agresseur. Oui. Vous vous focalisez sur la danse. Et en 1994, vous avez 14 ans, vous passez le concours du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et vous êtes admise. Oui. Oui, c'est évidemment
une occasion énorme. Et puis, bon, mes parents me disaient, bon, l'école privée de Rosella, c'est compliqué financièrement, tout ça est très onéreux. Donc, entrer au conservatoire, c'est une école publique, j'étais boursière et c'était quand même l'ouverture sur une très grosse et très riche formation. Ouais. Ouais. À Paris, vous continuez d'être victime d'attouchements. Un jour dans le métro, vous découvrez une main gantée entre vos jambes. Une autre fois, un agent SNCF veut vous montrer sa cabine de pilotage. Vous êtes obligé de subir des attouchements pour éviter un viol. Et vous dites, lorsqu'on est violé enfant, on se balade à vie avec une étiquette sur la face qui affiche victime, je ne dirais pas non. C'est ça le problème. Et oui, le problème est surtout le temps qu'on met à se sortir de ce mécanisme. Ouais. Et c'est très compliqué, en fait, de se sortir de ce mécanisme de victime, parce qu'évidemment, on se sent sale, on se sent coupable, donc on est une merde, on n'est rien, on est déshumanisé, donc on se laisse totalement faire par qui que ce soit qui veut, à un moment donné, avoir votre intégrité. Et malheureusement, on lui offre. Et c'est pour ça que cette notion de non-consentement et de consentement est hyper ambiguë dans la loi par rapport à... Sujet d'actualité. Ah bah oui, plus que ça, ouais. Alors, pendant toutes ces années, vous êtes victime de ce qu'on appelle le syndrome d'amnésie post-traumatique, dont vous occultez, en fait. Oui, il y a cette... ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est balayé par beaucoup de magistrats, mais l'amnésie traumatique, d'ailleurs, c'est Flavie Flament qui a été la première à en parler, ici, évidemment, sur un plateau. C'est prouvé dorénavant par beaucoup de neurologues, beaucoup de scientifiques. On occulte pendant des années, en fait, la mémoire traumatique, c'est un petit coin là dans le cerveau, bien caché, où on met évidemment les très très mauvais souvenirs, des choses extrêmement violentes. C'est la poubelle des souvenirs. C'est la poubelle des souvenirs, mais par contre, quand ça revient, c'est plus une poubelle, c'est très très net, c'est très précis. D'ailleurs, à l'époque, en fait, quand vous croisez ce fameux Gilbert, vous restez dans une forme de déni, vous lui dites bonjour. Oui, c'est parce que, encore une fois, l'emprise reste. Ouais. L'emprise reste avec cet homme-là qui a toujours été charmant. Ouais. Extrêmement gentil avec moi, en dépit des violences. Ouais. Alors, à l'adolescence, pour échapper à votre malheur, vous vous droguez. Prenez tout, hein. Bah ouais. Vous allez jusqu'à l'héroïne. Ouais, c'est une vraie fuite en avant. Puis, comme je disais tout à l'heure, on est déshumanisé, puis on est anesthésié. Donc, on a besoin, à un moment donné, de ressentir la vie d'une manière ou d'une autre. Donc, la drogue, l'alcool, le sexe, faut ressentir des choses, quoi. Parce qu'il n'y a plus rien qui passe. Ouais. C'est vers 17 ans que vous commencez à réaliser ce qui vous est arrivé. Et c'est quand vous commencez à avoir des relations sexuelles avec des garçons. Donc, vous commencez à tout reconstituer. Ouais. Vous avez été victime d'un viol. Voilà, là, vous commencez à être sûr de ça. Mais malgré tout, vous progressez dans votre art. Et en 1998, vous remportez le prix Espoir du Grand Concours international de Paris. Donc, là, vous vous lancez dans une carrière internationale, à la fois sur la danse contemporaine, la danse underground. Vous irez en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie. Enfin, il y a quand même un épanouissement professionnel à ce moment-là. Ah, mais ça m'a totalement sauvée. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement salvateur, la passion, quand même. Ça permet de sortir, du moins de sublimer un trauma. Ça, j'en suis certaine. Je pense qu'une passion peut sauver une vie. Moi, j'ai eu cette chance avec la danse. Ça m'a permis... Heureusement, la danse vous a permis de mettre votre traumatisme de côté, d'une certaine façon. En tout cas, de l'exprimer autrement que par des mots. Voilà. Ça sortait par le corps de cette manière-là. Alors, vous avez 24 ans quand vous apprenez que Gilbert est désormais grand-père. Et là, c'est le déclic, parce que vous dites, il ne faut pas qu'il récidive. Il ne faut pas que d'autres filles soient victimes de la même chose que moi. Il faut parler, voilà. Mais quand vous décidez de parler, bizarrement, c'est le doute, en fait. Les gens disent, ah ouais, tu crois? C'est ça qui est terrible. Pourquoi vous avez mis autant de temps à parler, vous disent les gens? Mais oui, c'est toujours cette question. Pourquoi mettre du temps à parler? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Et pourquoi tu t'es laissé faire? Pourquoi tu ne l'as pas dit à tes parents? Pourquoi tu n'en as pas parlé, simplement? C'est tellement simple d'en parler. Bien sûr. Bah ouais. Et voilà. Et le pire, c'est qu'en plus, effectivement, il y a eu ce déclic quand j'ai appris qu'il allait être grand-père ou qu'il était grand-père, je ne sais plus. Mais ce qui est un peu stupide, parce que finalement, ça ne l'a pas empêché de récidiver sur d'autres avant, quoi, avant ces petites filles. Hein. Mais oui, il y a forcément le doute. Et on te ramène à ta culpabilité de victime. Tu t'es laissé faire, finalement, tu l'as bien voulu. Et puis, finalement, c'est pas si grave. Ce qui est dingue, c'est qu'il vous envoie voir un psychologue en disant, attendez, allez voir un psychologue, parce qu'on voudrait être sûr quand même que c'est vrai, que c'est...
En fait, c'est le principe même d'une plainte. Souvent, j'entends ça va, c'est facile de porter plainte. En fait, ça n'a rien de facile. Parce que quand on porte plainte, surtout, mais c'est normal, il y a la présomption d'innocence. C'est évident qu'il faut chercher pour être sûr que la personne dise la vérité. C'est logique. Sauf qu'évidemment, c'est une vraie épreuve pour une victime de se confronter à des examens psychologiques, savoir si on n'affabule pas. Ouais, c'est une épreuve considérable. Quand vous allez au commissariat, d'ailleurs, c'est dans la pièce, hein, ils vous disent, bah oui, on connaît, bien entendu, bien sûr, le mec. Bon, en fait, il y a toujours prescription, mais là, avec vous, il y a eu pénétration, donc on n'est plus dans un délit, on est dans un crime. La procédure peut commencer en tous les cas. Exactement. Voilà. 2 ans et demi plus tard, le fameux Gilbert prendra 10 ans. Oui, il en fera 6. Hein. Ouais. Avec les remises de peine. Pourquoi il n'en fait que 6? Parce que c'est courant. Déjà, qu'il ait pris 10 ans, c'est un miracle. Hein. Ah ouais. Je peux m'estimer chanceuse, si on peut utiliser ce terme-là. C'est quand même très rare. Là, j'ai un jeune garçon que je connais qui a 17 ans, qui a été violé de 10 à 17 ans par l'ami de la famille. Il a violé plein d'autres garçons. C'était un entraîneur de foot. Il a été condamné à 8 ans et il en a fait 4 et il sort aujourd'hui, quoi. Et dans le procès, le fameux Gilbert, il était dans le déni ou dans le repentir? Non, pas le repentir, certainement pas, mais il était dans l'irresponsabilité de ses actes. Oui, j'ai peut-être, effectivement, je me souviens, mais enfin, je ne suis pas vraiment sûre. Et en même temps, c'était pour te faire du bien, parce que je t'aimais. Et bien voilà, on va regarder un extrait du spectacle qui parle du procès. Les chatouilles? Donc, c'était quoi les chatouilles, monsieur le président? C'était des petits rendez-vous comme ça, à droite à gauche, fait bon, rien de plus, quoi. Et puis, il faut bien les forcer, les enfants, les former. Les enfants. Parce qu'on sait jamais sur qui ils tombent après. Puis, je vais vous dire que la gamine, elle connaissait ce répertoire sur le bout des doigts, et elle aimait ça. Ah oui. Et tu aimais ça, Odette? Dis-le au monsieur, parce qu'il le sait pas. Dis-lui. Eh bien, Odette, il faut pas mentir, on est en cour d'assises. Non, elle le dit pas, mais elle aimait ça, hein. Ah non, monsieur le procureur, moi je l'ai jamais forcé, la gamine était muette comme une carpe. Non. Non, alors, monsieur le président, non, ce n'est pas vrai ça, monsieur le procureur. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas forcer les gens, ni un adulte, ni un enfant, ce n'est pas vrai ça. Et puis je vais vous dire une chose, la gamine, c'est elle-même qui a levé la culotte, la gamine, alors. C'est moi le coupable, là? La chanson. C'est chaud, là. La chanson de Laura Pausini dans le spectacle. C'est pour ça qu'on est dans cet état-là. C'est très fort. En 2008, vous rencontrez le comédien Éric Métayer sur la scène de Rabbi Jacob. Vous allez faire 2 enfants avec lui. Oui. C'est pas mal. Et vous mettez à écrire les chatouilles. Oui. Fallait que ça sorte. Oui, et puis il me pousse à ça. Il me regardait différemment et il me regardait avec beaucoup d'admiration. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment ressenti. Et il m'a vraiment aidé à poser les mots et il m'a poussé à écrire cette histoire. Il m'a dit, il faut que tu en fasses quelque chose. C'est pas facile au début, parce qu'un spectacle sur la pédophilie, c'est pas évident. Hein. Oui. Les gens se disent, ça va être lugubre. Oui, tout alors à fait, que votre oui. spectacle est tout sauf lugubre. Et oui, et en même temps, nous, on aime rire dans la vie. Ouais, bien sûr, ça se voit. Et moi, ça m'a jamais empêché de rire. Enfin, je veux dire, des traumas, on en a tous à dépasser. Et celui-là, c'est le mien. Et c'est celui de plein d'enfants. Il y a 154 000 enfants qui sont violés chaque année. Donc je pense que bon... Combien chaque année? 154 000. Putain, laisse tomber. Il y a un enfant sur 5 qui est victime de violence sexuelle. Un enfant sur 5 qui est victime des attouchements et de violences sexuelles. Laisse tomber. Ouais. Et puis le bouche à oreille fonctionne. Ouais. Et en 2016, vous remportez le Molière du meilleur spectacle seul en scène pour Les Chatouilles. Ouais. Et voilà, on regarde. Et le Molière est attribué à Andrea Bescon. Je voulais juste dédier ce Molière à toutes les victimes de pédophilie, parce que c'est de ça dont parle ce spectacle. Je voulais vous dire, vous les victimes, qu'il faut que vous marchiez la tête haute parce que vous avez survécu. Et c'est un bonheur d'avoir survécu à ça. Et en même temps, c'est un énorme combat journalier.
Je voulais dire que tous les jours, à l'issue du spectacle, je rencontre des gens qui ne seront jamais reconnus en tant que victimes. Parce qu'en France, les pays des droits de l'homme, on aurait pu dire les droits de l'être humain, mais en fait, ce sont les pays des droits de l'homme, parce que le lapsus fait sens. Il y a des hommes qui protègent la prescription et au moins 3 ou 4 fois par an sont présentés des textes de loi pour prescrire, pour enlever cette prescription sur la pédophilie, et elle est constamment refusée. On est dans un pays où des hommes protègent des hommes. Et je crois que ce n'est pas un luxe de protéger nos enfants, c'est un devoir. Et donc, je pense qu'il faut absolument, absolument qu'on se lève pour ce combat-là. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais il faut qu'on se dresse contre ça, parce que statistiquement, ce ne sont que des chiffres, mais c'est très important. C'est au moins 2 enfants par classe qui sont victimes de pédophilie. C'est un fait, c'est une réalité. Il faut se dresser contre ça. Et amener quelqu'un en cour d'assises, ce n'est pas pour le punir, c'est pour protéger les autres. Protégeons nos enfants. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, ensuite, vous jouez au théâtre du Châtelet. Le spectacle va être adapté au cinéma avec Karine Viard et Clovis Cornillac. Le film sortira en septembre. Vous reviendrez, j'espère, avec Karine, que j'adore, et Clovis, qui va venir d'ailleurs bientôt. Au-delà de ça, vous vous battez pour l'allongement du délai de prescription qui a été rejeté par l'Assemblée nationale il y a un an. Oui, ben on espère que cette année, il va être prolongé. Bon, moi, je serais pour l'imprescriptibilité. Je pense qu'on aurait le droit toute sa vie de porter plainte contre son agresseur. Or, en France, c'est anticonstitutionnel et nos magistrats... Je ne sais pas, en fait, où est le blocage en France. Mais en tout cas, ça bloque considérablement et sur le délai de prescription et sur l'âge de non-consentement légal. Voilà, alors justement, il y a aussi le seuil du non-consentement sexuel que Marlène Schiappa veut fixer à 15 ans. Oui, je suis complètement d'accord avec Marlène Schiappa et d'ailleurs Emmanuel Macron qui s'est positionné en faveur de cet âge de non-consentement légal fixé à 15 ans. Nous, ce qu'on entend, c'est que les magistratures veulent 13 ans. Et en fait, 13 ans, en fait, tout ça, finalement, mettre un âge de non-consentement, bon... Non, le problème, c'est surtout le libre arbitre des magistrats. Parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Des lois, il y en a. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de coucher avec un enfant de 15 ans et moins, quand on est majeur. Il y en a. Il y a un article 225-27 du Code pénal qui le stipule. Mais eux, ils décident de trouver, au-delà de la contrainte, menace et surprise, une notion de consentement. Ils disent, finalement, l'enfant n'a pas formulé son refus, il ne s'est pas débattu, donc c'est qu'il a bien voulu avoir une relation sexuelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une notion d'irréfragabilité. Mais j'entendais M. Marin, qui est le grand magistrat le plus haut placé, qui disait que non, c'est impossible parce que c'est anticonstitutionnel, que dans ce cas, il faudrait complètement changer l'état de droit. Mais en fait, changeons les choses. Bruno? Je travaille sur ce sujet depuis presque 20 ans avec La Voix de l'enfant. Je suis très investi là-dedans. D'ailleurs, quand j'ai vu le spectacle d'Andrea, j'ai vu une salle, moi. J'ai senti plus que vu une salle dans laquelle j'étais, c'était au Petit Montparnasse, totalement bouleversée, totalement abasourdie. Et j'entendais, parce que pour avoir travaillé avec des victimes, beaucoup, depuis toutes ces années, etc., en avoir rencontré beaucoup, j'entendais dans la salle les victimes. Je les entendais, c'est-à-dire j'entendais que une personne sur 3 ou 4 dans cette salle-là était concernée par ce qui se disait. J'entendais les souffles retenus, j'entendais la sidération, j'entendais cette douleur et en même temps, cette joie d'entendre la parole se libérer aussi. Et donc, du coup, il y a une sorte d'exaltation prodigieuse qui se passe dans ce spectacle qui est, et je le dis en toute honnêteté, c'est sans aucun doute l'un des spectacles les plus fabuleux et les plus formidables que je n'ai jamais vu de ma vie, et aussi des plus utiles pour chacun d'entre nous, pour même prendre conscience de ce qu'est le problème. C'est au-delà de... On peut le voir où, le spectacle, en ce moment? On peut le voir au Théâtre Antoine le 12 février. On peut le voir partout, parce que je suis en tournée en France actuellement. Donc, il suffit d'aller sur la page Facebook des Chatouilles. Du coup, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Ouais.